County 911, what's the address of your emergency? Airport Road, 7385. Airport Road. Yeah, we just walked in the store and seen the guys down. The chains on the floor, looked like they've been robbed. Could you tell if he was injured at all? I seen blood on the floor and he's down. I didn't even walk back there and look. Okay. Ladies can go look. Nous sommes à Dalton, Géorgie. L'adresse que l'homme a donnée, c'est celle d'une station-service Cancous. 2 clients habituels rentrent dans le magasin et le trouvent en désordre. L'homme jette un coup d'œil par-dessus le comptoir et remarque de l'argent, des billets de loterie et d'autres objets éparpillés sur le sol. Il y a clairement eu un vol, mais il n'y a personne dans le magasin, ni aucun bruit. L'homme, qui s'appelle Mark, décide de faire un tour. Arrivé devant l'espace réservé aux employés, au fond du magasin, il trouve la porte entrouverte et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il voit les jambes d'une personne, manifestement un employé, et beaucoup de sang. Effrayé, il retourne au comptoir et les 2 clients sortent du magasin. Mais il faut confirmer si la personne derrière la porte est encore en vie ou non. Alors, une autre cliente décide courageusement d'aller vérifier et malheureusement, elle constate vite que l'employé est bien décédé. He's hurt. He's dead. Dead. Oh my goodness. La pièce d'identité retrouvée dans le portefeuille de la victime l'identifie comme étant Dayabai Kalidas Chaudhary, surnommé Deka, un homme de 37 ans qui a récemment émigré d'Inde aux États-Unis en quête d'une vie meilleure. Il adorait les États-Unis et disait s'y être immédiatement senti chez lui. Il a vécu quelque temps dans le New Jersey avant de s'installer à Dalton, en Géorgie. Venu seul, les clients et les collègues de la station-service sont devenus sa famille. Il travaillait généralement de nuit, commençant vers 19h, mais les nuits tardives et les longues heures ne le décourageaient jamais. Ses collègues racontaient que l'homme qui appelait tout le monde ami et accueillait les clients avec un grand sourire faisait un effort considérable pour se souvenir des habitués et apprendre à connaître les gens qu'il servait. Ceux qui le connaissent disent qu'il est impossible de rencontrer une personne plus amicale et gentille. Il était toujours prêt à discuter avec n'importe qui, qu'il s'agisse d'une connaissance ou d'un client faisant le plein d'essence sans être voué à revenir. Il voulait juste se faire des amis, travailler dur et profiter de sa nouvelle vie en Amérique. Amanda Tyler, l'une de ses collègues, écrit « Son sourire pouvait illuminer votre journée. Personne n'était un étranger pour lui, il parlait à tout le monde. Il vous aurait donné la chemise qu'il avait sur le dos si vous en aviez besoin. Il était si gentil et avait le plus grand cœur de tous ceux que je connais. » À l'arrivée de la police au magasin, il est évident que l'attaque a été violente. Le mobile semble être un vol. Deka a du ruban adhésif sur la bouche et les yeux et a été poignardé à plusieurs reprises. L'aorte a été touchée, provoquant une hémorragie massive. Rien n'aurait pu être fait pour l'aider à survivre à cette blessure. Les enquêteurs remarquent la présence de nombreuses caméras à l'intérieur et à l'extérieur du magasin. Et ce qu'ils vont voir va les laisser sans voix. Vers 21h ce soir-là, on peut voir Deka à son poste à la caisse servir les clients. Un peu plus tard, vers 22h30, alors que Deka se dirige vers l'arrière-boutique, quelque chose attire son attention. Quelqu'un le poursuit dans l'arrière-salle. Deka tente de refermer la porte derrière lui, mais sans succès. Il se bat avec son agresseur et tente de lui voler son arme, qui atterrit plus loin. Puis, l'individu sort un couteau et commence à poignarder Deka avant de lui appliquer un ruban adhésif sur la bouche pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Ensuite, au comble de l'horreur, l'agresseur s'accroupit tranquillement pour regarder Deka mourir. La victime prenant manifestement trop de temps pour décéder, l'individu commence à l'étouffer afin d'accélérer les choses avant de passer à l'étape supérieure qui consiste à appuyer sur la poitrine de Deka pour que son cœur pompe plus de sang. Pendant le meurtre, ne se doutant de rien, des clients entrent dans le magasin pour faire des achats. Un homme dépose ses articles sur le comptoir et attend un employé. Après avoir attendu un long moment aux caisses, il décide de déambuler dans le magasin à la recherche de quelqu'un. Il passe devant la porte fermée de l'arrière-boutique, ne remarque rien et retourne aux caisses. De son côté, le tueur ressort discrètement de l'espace employé, referme la porte derrière lui et se dirige également vers les caisses. Le client revient pour payer ses articles, mais le tueur secoue la tête et lui dit de partir.
Une fois le magasin vide, il vide la caisse, environ 200 $, et emporte une énorme liasse de billets de loterie. Il retourne à l'arrière du magasin pour fourrer le magot dans son sac, puis s'en va tranquillement. Évidemment, les policiers sont choqués par ce qu'ils viennent de voir, et je suis sûre que vous aussi. Le meurtre de Decca a été brutal, violent et impitoyable. Il faut absolument retrouver la personne qui a fait ça, mais malheureusement, les enquêteurs vont avoir du mal à identifier le tueur qui portait un sweat à capuche blanc sur le visage, un foulard, des lunettes de soleil, des gants en latex et un grand sac noir. Un bon point néanmoins est que l'image est claire, que les horaires sont précis et que malgré tout, on connaît la corpulence et les vêtements de la personne. Les clients qui étaient sur les lieux ce soir-là sont interrogés. C'est notamment le cas de Charles, l'homme qui a eu une petite interaction avec le tueur. Il raconte que quand il est venu récupérer sa carte, il a senti que quelque chose ne tournait pas rond et qu'il fallait qu'il s'en aille. Charles explique qu'il pense que le tueur est une femme car il a entendu sa voix, puisqu'elle lui a dit « Nous ne sommes pas ouverts » pour le faire partir. Il précise qu'à son avis, elle avait pris un faux accent car son ton semblait forcé. Les policiers se penchent à nouveau sur les enregistrements. Ils savent que le tueur portait un sac noir, alors ils cherchent un client qui est entré dans le magasin avec un sac noir. Ils ne mettent pas longtemps avant de tomber sur une cliente entièrement vêtue de noir. Ils la voient se diriger vers les WC, manifestement pour enfiler son sweat blanc et ressortir. Les enquêteurs étendent les recherches à l'extérieur du magasin pour vérifier la présence d'autres caméras de surveillance. Il s'avère que le commerce d'en face, Kangourou, possède lui aussi une caméra de surveillance qui en plus pointe sur la devanture de la station-service. Ils demandent à récupérer les images. Pendant ce temps, des tics arrivent sur la scène de crime. En observant attentivement la pièce où Decca est décédé, ils s'aperçoivent qu'un élément de preuve a été oublié. Et cet élément, c'est un téléphone portable. Il est fort probable qu'il soit tombé là lors de la bagarre entre la victime et l'agresseur. Les enquêteurs sur place, n'ayant pas pu déterminer si le téléphone appartient à la victime ou à l'agresseur, ils l'envoient pour analyse afin d'en déterminer le propriétaire. Entre-temps, les images de surveillance du magasin Kangourou reviennent. Les enquêteurs observent attentivement les images et voient, vers 21h, une voiture s'arrêter à la station-service Kangourou et le conducteur qui en sort porte le même sweat à capuche blanc que le tueur. L'individu entre dans le magasin. L'image est claire et une identification est désormais possible. La personne est afro-américaine, plutôt jeune, avec des cheveux frisés et blonds. Après avoir fait quelques achats, l'individu sort du magasin et remonte dans son véhicule, une Kia Soul verte. La nouvelle du meurtre se répandant, la communauté locale est sous le choc et terrorisée, d'autant plus qu'aucune arrestation n'a encore été effectuée. Un crime d'une telle ampleur est inhabituel dans cette partie de la ville, habituellement très calme. Les analyses du téléphone portable retrouvé sur la scène de crime sont terminées. Pouvant désormais accéder au contenu du téléphone, les enquêteurs examinent les photos et réalisent qu'il ne s'agit pas du portable de Decca. Il n'y a aucune photo de lui, ni de photo du magasin, ni rien de ce genre. Par contre, il y a beaucoup de contenu mettant en scène une jeune femme, afro-américaine, avec des cheveux blonds et frisés. Cela confirme donc le lien entre la personne ayant effectué les achats au Kangourou et le tueur de Decca. En consultant les réseaux sociaux, ils retrouvent l'identité précise de cette femme. Elle s'appelle Sky Mims, elle a 21 ans et c'est une mannequin, rappeuse et danseuse en herbe. Venant de Détroit, elle est venue à Atlanta dans le but de percer dans le rap. Sky semble n'avoir aucun antécédent judiciaire et n'est pas connue des autorités, ce qui choque les enquêteurs, vu l'atrocité du crime. Pratiquement au même moment, la police reçoit un appel anonyme accusant Sky d'être l'auteur du meurtre de Decca. Tout concorde. Les enquêteurs tentent de la localiser mais elle ne ressort pas dans leur base de données. Heureusement, un autre appel anonyme les informe que Sky habite dans une maison située dans le comté de Bartow, à environ 40 minutes. Une surveillance est mise en place à l'extérieur de la résidence en question.
Un véhicule correspondant à la description de celui que conduisait Sky Mims quelques instants avant le meurtre est garé devant. Une recherche de la plaque d'immatriculation révèle qu'il a été volé par une personne correspondant à la description de Sky Mims. Puis, les marshals passent à l'action. Ils entrent dans la résidence, la porte est déverrouillée. Après les sommations d'usage, ils sécurisent le rez-de-chaussée, tandis qu'un des marshals se positionne au bas de l'escalier, pointe son arme dans la direction de l'étage et appelle de nouveau Sky. Cette dernière finit par surgir devant lui, entièrement nue. Elle lui crie de le tirer dessus. Après quelques minutes de négociation, la jeune femme se rend. Les policiers la couvrent d'un drap avant de la faire sortir de la maison et de l'installer à l'arrière d'une voiture, direction le commissariat. Durant son transport au poste, Sky réussit à se défaire de ses menottes et les montre à l'agent. Ce dernier s'arrête pour lui remettre, plus serré cette fois, ainsi que des entraves aux jambes. Les billets de loterie volés au magasin après le meurtre sont retrouvés dans sa chambre. Certains, grattés et non gagnants, sont dans la poubelle. Les tickets gagnants sont attachés avec un élastique, manifestement dans le but de les encaisser. Les enquêteurs découvrent un pistolet semblable à celui utilisé par le tueur dans la vidéo de surveillance. Dans la Kia, ils retrouvent une paire de gants en latex et un couteau, les deux tachés de sang. Le tout, y compris l'arme, est envoyé au laboratoire pour des analyses ADN. En salle d'interrogatoire, Sky ne montre aucun remords. Pire, elle rigole plusieurs fois avant de demander un avocat. Son ADN est prélevé et envoyé au laboratoire pour être comparé à celui des gants et du couteau retrouvés dans sa voiture. Et les analyses confirment bientôt la théorie des enquêteurs. Le sang retrouvé sur les gants et le couteau est celui de Decca. L'ADN de Sky est retrouvé à l'intérieur des gants, prouvant que c'est bien elle qui les a portés pour tuer l'homme. Son ADN est également retrouvé sur le manche du couteau, ainsi que sur le ruban adhésif retrouvé sur le corps de la victime. Le procès commence début avril 2015. L'avocate de Sky, maître Carla Marable, aborde l'affaire sous l'angle de la maladie mentale. Le père de Sky, Mario, témoigne à la barre et explique qu'il a placé sa fille dans un hôpital psychiatrique peu de temps avant les faits, mais qu'elle a réussi à en sortir et qu'elle a ensuite quitté son domicile de Détroit pour se rendre dans le sud dans l'espoir de commencer une carrière dans le rap. « Elle nous a en quelque sorte échappé des mains », déclare-t-il. « J'ai toujours voulu la placer dans un hôpital psychiatrique parce que je savais qu'elle avait des problèmes. » L'homme déclare que sa grand-mère, son père et ses deux cousins souffrent de schizophrénie paranoïaque et que la mère de Sky souffre de troubles bipolaires. Pour lui, le problème ne vient pas entièrement de sa fille. L'Amérique doit faire attention à ses enfants, comme je le faisais avant que cela n'arrive, déclare-t-il. Pour l'avocate de la défense, maître Marable, je cite, « Les problèmes de santé mentale de Madame Mims ne lui ont pas permis de comprendre. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe. » Elle tente de plaider pour la perpétuité avec libération conditionnelle en citant son jeune âge, son casier judiciaire vierge et ses problèmes de santé mentale. Mais le procureur Bert Poston rétorque qu'ils ont déjà écarté la peine de mort pour ces mêmes raisons et qu'il note l'absence de remords de Sky pour son crime. Et en effet, durant le procès, l'accusée a un comportement très irrespectueux. Elle sourit aux caméras, envoie des baisers et rit à voix haute. Quoi qu'il en soit, elle a été évaluée par un psychiatre en amont du procès et a été jugée apte à comparaître devant un tribunal. Quant au mobile, l'accusation a une théorie. Dans les jours précédant le meurtre, Sky avait acheté un billet de loterie qui, en cas de gain, offrait $500 par semaine à vie. Et ce billet l'a obsédée. Elle croyait que si elle gagnait $500 par semaine jusqu'à la fin de ses jours, elle pourrait poursuivre une carrière artistique, musicale ou de mannequinat bien plus facilement que dans sa situation actuelle. Après avoir assassiné Decca, la principale chose qu'elle a volée dans le magasin était ses fameux billets de loterie, presque tout un rouleau. Ce sont ces mêmes billets qui ont été retrouvés chez elle, méticuleusement grattés, espérant en trouver un gagnant le gros lot. Le 11 avril 2015, après 1 heure de délibération, Sky Mims est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Elle est condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Et c'était la très triste histoire de Decca Chaudhary. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!